Oui. Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, enchantée. J'ai une minute de retard, je m'en excuse. Non, non, tout va bien. Il n'y a pas de... Est-ce que tout le monde me voit bien et m'entend bien? Oui, Oui, Voilà, j'espère que ça va être le cas pendant toute la conférence. Si jamais ce n'est pas le cas, ce qu'on peut faire, c'est couper, c'est que vous coupiez peut-être une fois de temps à autre votre image, parce que comme ça peut améliorer la bande passante. d'accord. Tout le monde avait bien pris en main l'outil. Je ne sais pas si on attend encore un peu du monde. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se connecter au oui, fur je et à pense qu'on va peut-être Oui, encore attendre quelques minutes. Je vais faire une présentation de l'association en quelques minutes pour les personnes nouvelles qui nous ont rejoints. Donc, cette conférence par visioconférence est organisée par Argos 2001, qui, comme son nom l'indique, a été créée il y a 19 ans en arrière. C'est une association nationale qui est là pour accompagner les patients et les proches. On dispose d'une ligne d'écoute nationale, avec des patients et des proches qui répondent du lundi au vendredi, tous les matins, plus 2 après-midi également. Par ailleurs, on est bien sûr présent sur Internet au travers de notre site Internet, une page Facebook Argos 2001, puis une page Facebook également Journée mondiale des troubles bipolaires, puisque l'association Argos 2001 était motrice dans cet événement depuis 2015. Donc, comme vous le savez, cette année, ça n'a pas pu avoir lieu, vu le contexte. Mais en tout cas, on sera présent l'année prochaine, sauf nouvelle vague, mais bon, on n'espère pas, de Covid. Donc aujourd'hui, c'est l'antenne dite Île-de-France qui organise cette conférence. L'antenne Île-de-France dispense de nombreuses activités, notamment des groupes de parole pour les patients, pour les proches, pour un groupe de parole mixte, des accueils personnalisés également. Et avec l'arrivée du confinement, nos activités, bien sûr, dites en présentiel, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, ont dû s'arrêter. Et on est passé, depuis le 6 avril dernier, donc ça fait à peine 2 mois, sur le numérique et la visioconférence. On a commencé par des groupes de parole, puis derrière, on suivit les conférences par visioconférence. Ce soir, c'est la 4e. Et on a également initié depuis la semaine dernière des accueils personnalisés également au travers de l'outil Zoom. On pense d'ailleurs maintenant que cet outil, l'outil numérique, va permettre à l'association de toucher, entre guillemets, un public beaucoup plus important qu'on a pu le faire aujourd'hui, notamment par les facilités qu'offre la visioconférence. Et on pense que ça va être un axe majeur de développement de l'association, même si bien sûr on va conserver aussi nos activités en présentiel, mais il pourrait y avoir une certaine complémentarité. Alors justement, ce soir, ça va être aussi le sujet de la conférence, puisque Fanny Jacques est pionnière dans le domaine des téléconsultations dans le domaine de la psychiatrie, puisqu'elle avait créé une première plateforme qui s'appelle DoctoConsult en 2016, mais elle va nous expliquer tout à l'heure comment elle est venue à créer cette plateforme. Et aujourd'hui, il se trouve qu'effectivement, on a beaucoup entendu parler de téléconsultation en médecine générale, bien évidemment en particulier, mais pas que. Donc elle nous dira comment ça s'est passé aussi pour elle dans le cadre de ce confinement, quelles qu'elles ont été, est-ce qu'il y a eu davantage de consultations également dans le domaine de la psychiatrie. Voilà, pour la conférence de ce soir, si vous avez des questions à poser, j'espère que vous en aurez, il faudra les envoyer via une fonctionnalité qui s'appelle Converser, que vous avez en bas de votre écran, et vous voudrez bien les envoyer à Najiba, à Jérôme et à Félix. Et ensuite,
Jérôme, Najiba et Félix retransmettront les questions donc, auprès du docteur Fénijac. Voilà, donc je vais vous demander, si vous voulez bien, donc, de vous mettre en muet sur votre poste, donc votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, de manière à ce qu'on ne soit pas perturbé par des bruits d'environnement. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser donc la docteure Fénijac se présenter et nous dire justement comment elle a eu cette idée, on ne va pas dire avant les autres, mais peut-être, et du pourquoi du numérique, qui pose quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut, ça peut paraître effectivement un peu iconoclaste peut-être de faire une consultation dans le domaine médical en général et de la psychiatrie en particulier pour les troubles bipolaires également au travers de cet outil. Je vous laisse la parole, Fanny. Merci beaucoup Dominique. Donc de nouveau, bonsoir à tous. Alors du coup, évidemment, je vais me présenter en quelques mots. Je suis ravie d'être là. Je remercie l'Argos de m'avoir conviée, d'avoir pensé à moi, on va dire. Donc je vais me présenter et puis ensuite, le plan que j'ai imaginé, mais qui est bien sûr tout à fait ajustable, notamment selon vos questions, c'était de vous parler tout d'abord de la situation générale des nouveaux des outils digitaux en psychiatrie, et puis peut-être après, donc dans les outils de la psychiatrie, de ce côté innovation, il y a, je pense, deux grosses choses: la téléconsultation d'une part, et puis toutes les applis, les outils de suivi, d'accompagnement. Donc je vais essayer de vous parler de ces deux domaines-là. Donc de façon générale, et puis on fera un petit focus s'il nous reste du temps pour parler de ce qui s'est passé pendant le Covid, en post-Covid, moi mon point de vue de psychiatre et ce qu'on a pu voir, le retour d'expérience en fait là qu'on a eu sur les dernières semaines, si ça vous va. Donc pour me présenter brièvement, donc je suis psychiatre, comme le disait Dominique. Donc moi j'ai fait mon internat et mon clinica dans le 94 au CHU de Bicêtre. Et puis, donc dans le service du professeur Hardy à l'époque. Et puis ensuite, je me suis installée en cabinet libéral à Paris. Je suis restée 11 ans en cabinet. Alors j'ai toujours d'ailleurs, même si je consulte plus au cabinet, mais j'ai deux casquettes, moi, de spécialité, on va dire. Donc je fais de la thérapie comportementale et cognitive. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que je m'occupe de la manipulation des traitements psychotropes pendant les grossesses et le postpartum, pendant et après la grossesse, pendant l'allaitement, quoi. Et donc, pour le coup, sur ce deuxième point, je suivais pas mal de patientes qui souffraient de troubles bipolaires. Et qui, lors des grossesses, on essayait quand même de leur conserver un régulateur de l'humeur. Ce qui est, voilà, et il y a pas mal de psychiatres qui ne savent pas forcément comment faire, quelle surveillance faire, quel dosage mettre, etc. Et donc, en ce cas, ces patientes, le temps de la grossesse, elles étaient adressées vers moi. Et tout ça pour vous raconter que c'est venu un peu comme ça, les projets de faire de la téléconsultation, parce que du coup, ces dames enceintes ou avec un tout petit nourrisson, elles se retrouvaient à venir me voir et à parcourir plusieurs centaines de kilomètres parfois. Pendant leur grossesse, en postpartum. J'ai le souvenir d'avoir eu des dames de Biarritz, du Mans, de Lille, de Rennes. Et moi, ça me mettait toujours pas très à l'aise de les voir arriver, les pauvres, en consultation de cabinet. Elles faisaient 6 heures ou 7 heures de trajet aller-retour pour un rendez-vous de 3 quarts d'heure. Avec leur gros ventre et tout. Alors bon, déjà, je me disais quand même les pauvres. Et puis après, moi, ça me mettait la pression aussi. Je me disais, j'ai intérêt à être un peu efficace, quoi, et à raconter pas trop de bêtises et à faire les trucs bien pendant ma consultation. Parce que la pauvre, vu le temps que ça lui prend, le prix que ça lui coûte, il faut qu'elle reparte quand même un peu outillée parce qu'elle n'ait pas le sentiment d'être venue pour rien, quoi. Donc, c'était pas forcément hyper agréable pour la patiente. Et puis, pour moi, parfois, c'était un peu stressant aussi, finalement.
Donc, du coup, je me suis dit, typiquement pour ces patientes-là, ça serait chouette de pouvoir faire des consultations en vidéo, mais d'une façon sécurisée, légale, parce que j'avais besoin juste, par exemple, de leur envoyer une ordonnance ou de leur envoyer une prescription pour faire un bilan sanguin. Donc, faire un WhatsApp ou un FaceTime en vidéo, déjà, normalement, on n'a pas le droit. En tout cas, on n'a pas le droit de faire payer le patient pour ce genre de prestations qui ne sont pas médicalement reconnues. Et puis, en plus, on ne peut pas envoyer comme ça une ordonnance. Donc, en 2016, c'est comme ça qu'est partie cette aventure d'Octoconsult qu'on a renommée ensuite d'Octopsy. Au départ, un petit peu pour moi, mon petit besoin personnel, on va dire. Et puis finalement, j'ai réalisé que il y avait pas mal de psychiatres que ça pouvait intéresser et qu'il y avait pas mal d'autres patients que ça pouvait intéresser aussi. Et donc, créer une société de téléconsultation vraiment spécialisée sur la psychiatrie, ça m'a paru être une bonne idée. Et notamment, alors je ne sais pas si vous en êtes bien conscient, parce que même les psychiatres, d'ailleurs, on ne le sait pas tous, en psychiatrie, c'est la spécialité médicale qui a la plus mauvaise répartition géographique sur le territoire français. Il y a à peu près 60% de nos amis psychiatres qui sont sur Paris, Île-de-France et dans la région PACA, qui se la coule douce au soleil, alors que les patients, évidemment, vous êtes tout le monde est aux quatre coins de la France, voilà. Et du coup, autant il y a certaines régions, comme dans le PACA ou en Île-de-France, le délai d'attente pour voir un psychiatre, il est peut-être, quand même, malgré tout, de quelques semaines, mais dans d'autres régions, il peut être de plusieurs mois. Il y a même 6 départements en France qui n'ont qu'un seul psychiatre. Et dans ces 6 départements, le délai d'attente, il est entre 9 et 12 mois selon les moments. Donc, du coup, quand j'avais pas conscience de ça, mais quand j'ai réalisé ça, je me suis dit que finalement, la téléconsultation, c'était aussi vachement bien pour démarrer, pour permettre à tous ces patients, plutôt qu'ils attendent 6 mois, 9 mois avec un épisode dépressif, de pouvoir quand même consulter un spécialiste au-delà du médecin généraliste, en attendant de voir un psychiatre en vrai, parce que forcément, se voir en vrai, c'est quand même drôlement mieux, mais je trouvais que la téléconsultation, c'était un bon entre-deux, entre rien du tout et la consultation de cabinet 9 mois plus tard. Donc, du coup, ça me semblait assez évident d'essayer de déployer ça sur toute la France. C'est assez logique. Finalement, pour moi, la téléconsultation, c'est une meilleure répartition du temps médical disponible. Le psychiatre de Marseille ou le psychiatre de Paris, il va peut-être avoir la possibilité de nous donner une demi-journée de son temps, autant qu'il le donne pour un patient de Dordogne, de Creuse ou de la Drôme, parce que le psychiatre de la Drôme, lui, il a 0 heure médicale disponible avant les 9 prochains mois. Donc finalement, c'était répartir intelligemment le temps médical qui est dispo en France. Et pour la psychiatrie, c'est un véritable enjeu. Je ne sais pas si vous savez aussi un autre truc assez intéressant, qui fait peur, mais qui est important à savoir, c'est que les maladies mentales chroniques, les maladies psychiatriques chroniques, comme le trouble bipolaire, comme la dépression, ce sont les maladies qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale. Depuis l'année dernière, ces maladies, elles sont passées numéro 1, si j'ose dire, avant les cancers et avant les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est un vrai enjeu de santé publique, puisque ce sont les maladies qui coûtent le plus cher à la Sécu. Et attendez, j'ai un truc qui sonne, il faut que je me mette en silence. Hop, voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle coûte si cher? Et ça, je pense que vous êtes bien au courant. C'est parce qu'il y a un retard au diagnostic qui est important. Et du coup, quand le patient, ce retard au diagnostic, il est lié à ce que je vous expliquais tout à l'heure, notamment parce qu'il y a un gros délai d'attente
avant de pouvoir voir un psychiatre. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la psychiatrie, c'est quand même assez stigmatisé encore. Parfois, quand on n'est pas bien, on n'ose pas franchir la porte d'un cabinet de psychiatre. Voilà, il y a plein de raisons qui expliquent le retard de diagnostic, mais en tout cas, ça fait partie des raisons. C'est qu'il y a beaucoup de temps avant de pouvoir faire une consulte. Et par exemple, pour un trouble bipolaire, aujourd'hui, il y a encore 10 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic de bipolarité et donc l'établissement d'un traitement médicamenteux adapté. Et c'est pour ça que ça coûte si cher à la sécurité sociale, parce que quand finalement le patient il est bien diagnostiqué, qu'il est pris en charge, et souvent il faut tout de suite lui mettre des traitements médicamenteux, il faut même parfois l'hospitaliser, et on sait qu'une hospitalisation en psychiatrie c'est pas quelques jours, mais c'est souvent plusieurs semaines. Il faut lui faire un arrêt de travail, s'il reprend le travail au départ, c'est peut-être qu'un mi-temps thérapeutique, et tout ça, ça fait que ça coûte très cher à la sécurité sociale. Donc ça, c'était aussi une bonne raison de faire de la téléconsultation. Là, en ce moment, donc, je vais vous expliquer, ma société a été acquise là, récemment par une autre société, mais bon, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, en ce moment, là, en téléconsultation, chez moi, dans ma société, pour voir un psychiatre remboursé par la sécurité sociale, il faut moins de 24 heures. Donc, moi, je trouve que c'est quand même super chouette pour avoir un premier avis, l'établissement d'un diagnostic, la prise en charge éventuelle par un arrêt de travail, un médicament, etc. Et puis après, bien sûr, l'idée, c'est de passer le relais à un médecin de ville ou de CMP quand c'est possible. Mais au moins, on ne laisse pas le patient tout seul pendant des semaines ou des mois. Voilà. La deuxième chose qu'on a créée chez Doctopsy, je vais vous en parler aussi, c'est la deuxième partie, c'est une petite application compagnon du patient. Parce que l'autre truc, moi, dont je me suis rendu compte en consultant, c'était déjà, j'avais un délai d'attente hyper important parce que j'avais une expertise particulière. Et parfois, il y a des femmes, elles prenaient en rendez-vous avec moi en début de grossesse, je les voyais, elles étaient déjà à 6 mois de grossesse, quoi. Pas terrible. Donc déjà, j'avais du temps d'attente. Et en faisant de la téléconsultation, je pouvais réduire ce temps d'attente parce que finalement, plutôt que d'aller à mon cabinet le samedi matin, j'ai fait de la téléconsultation. Et du coup, en 1h30 d'aller-retour au cabinet, ça me faisait 2 rendez-vous de plus de téléconsultation de chez moi. Et du coup, ça me permettait de voir plus de monde. Voilà, des choses comme ça. Et la deuxième chose dont je me suis rendu compte en suivant les patients, c'est qu'en fait, on ne les voit hélas pas très, très souvent. Et qu'entre 2 rendez-vous, ils sont un peu tout seuls, quoi. Donc, on peut s'envoyer des SMS, des mails, on peut se parler éventuellement, mais bon, ça a une limite. Nous, les médecins, on n'est pas toujours dispo. Et entre deux, et forcément, en plus, quand il y a une rechute, évidemment, on ne rechute pas face à son médecin au moment du rendez-vous. Le plus souvent, on va rechuter ou pas être bien entre 2 rendez-vous. Et pendant les 3-4 semaines où on est tout seul, ce n'est pas facile. On n'ose pas solliciter son médecin, on n'ose pas solliciter tout le temps ses proches. On a l'impression qu'il faut qu'on essaye de faire tout seul. Et donc, du coup, j'ai décidé de créer une petite application qui accompagne la personne entre 2 rendez-vous médicaux, qui va lui donner des exercices à faire, notamment de thérapie comportementale et cognitive, donc qui est ma spécialité, des exercices pour se motiver, pour ne pas oublier son médicament, pour continuer finalement le travail et initié en thérapie lors du rendez-vous. Donc, attendez, excusez-moi, les aléas du direct, pardon. Je viens d'avoir depuis 2 jours un petit chiot. Il est à mes pieds et il fait beaucoup de bêtises. Donc, je voulais vérifier qu'il ne mangeait pas mes chaussures, pour tout vous dire. Voilà. Et je vous le montrerai tout à l'heure si il se réveille. Et donc, du coup, voilà. Le deuxième sujet, c'est Mon Sherpa, une petite application de santé mentale qui va suivre les personnes au quotidien. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, ma société qui s'appelait donc Doctopsy, elle a été acquise tout récemment, là au mois de mars, par une autre société qui s'appelle Care. Mais vous allez retrouver chez Care exactement ce que je faisais chez Doctopsy. Toute l'équipe de Doctopsy est restée chez Care. Et donc, chez Care, on continue de développer
tout un tas d'outils digitaux en santé mentale, en psychiatrie, en nutrition, en addictologie, donc notamment la téléconsultation avec des psychiatres et cette fameuse application Mon Sherpa qui accompagne les personnes. Donc finalement, en pratique, ça ne change pas grand-chose qu'il y ait eu un changement de structure. Alors, pour le côté téléconsultation, je vais essayer de vous aider, de vous éclairer sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, quand est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser. Quelles sont les limites, etc. Alors, moi, en tant que médecin psychiatre, je vais peut-être plutôt vous parler de la téléconsultation avec des psychiatres, un peu moins avec les psychologues. Vous m'en excuserez par avance, c'est pas du tout que je les aime pas, bien au contraire. Et d'ailleurs, sur notre site, il y a aussi des psychologues, mais du coup, je connais un petit peu moins leur pratique. Et pour le coup, la grosse différence dont je dois vous parler tout de suite, c'est que comme ils ne sont pas médecins, normalement, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Je pense que vous êtes au courant, mais voilà. Donc, c'est vrai que la première chose à faire, si on veut faire une téléconsultation, c'est quand même de bien vérifier entre qui est médecin psychiatre, qui n'est pas médecin psychiatre, mais psychologue, parce que sinon, on peut aussi avoir des mauvaises surprises, penser qu'on va être remboursé, qu'on va recevoir une feuille de soins, et puis en fait non, parce qu'on a choisi un psychologue, ou bien penser que peut-être on va avoir un arrêt de travail ou un traitement médicamenteux, et non, parce que si la personne est psychologue, elle ne peut pas délivrer ce genre de papier. Donc, c'est vrai que quand on va sur un site, il faut faire attention. Donc, il y a un peu deux possibilités de faire de la téléconsultation quand on est un patient ou un proche d'un patient. Soit on prend rendez-vous avec un psychiatre qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'a pas de psychiatre à nous ou parce que le nôtre n'est pas disponible pour un temps donné. Donc, en ce cas, on va sur un site de téléconsultation. Il y en a plusieurs maintenant en France, surtout avec le Covid, là, ça a augmenté. Donc, évidemment, moi, je vais vous parler du mien, de celui de CARE, mais il y en a plusieurs. Bon, après, pour le coup, chez CARE, il y a à peu près 150 psychiatres français. Je pense que c'est le site le mieux fourni, on va dire, en médecins psychiatres. Quand vous allez sur les sites, le psychiatre, vous allez avoir tous les noms des psychiatres avec leur localisation et puis ils vont vous expliquer un petit peu quelles sont leurs spécialités. Comme quand vous allez sur Doctolib pour prendre un rendez-vous. Ils vont vous dire s'ils font de la thérapie comportementale et cognitive, les troubles du sommeil, s'ils sont psychanalystes, s'ils prescrivent, etc. Donc voilà, tout ça pour vous aider à choisir un médecin. L'autre situation, c'est en fait que votre propre médecin psychiatre fasse de la téléconsultation et qu'il soit sur un site, ou alors d'ailleurs il n'en fait pas et vous voudriez qu'il s'y mette, en ce cas il faut lui demander. Il y a des médecins qui s'y sont mis comme ça parce que le patient il habitait loin et qu'il a demandé à son médecin de pouvoir faire des téléconsultations. Donc si votre médecin à vous il est déjà sur un site ou s'il se met sur un site, du coup ça vous permet d'alterner les consultations en cabinet médical et sur le site en téléconsultation. Ce qui est finalement assez sympa quand on connaît déjà son médecin, parce que quand on connaît déjà le médecin, c'est plutôt facile de faire une téléconsultation comme on se connaît en vrai. Et puis, par exemple, quand on est dans un moment de sa maladie où on est bien stabilisé, où on a surtout besoin de faire un point rapide, un renouvellement d'ordonnance, ça peut éviter de prendre les transports en commun. Par les temps qui courent, ce n'est pas terrible de prendre les transports, autant rester chez soi. Ça peut éviter de prendre une demi-journée parce qu'on est à 1 heure de chez son médecin, etc. En revanche, le premier contact avec un psychiatre directement en téléconsultation, c'est vrai qu'il n'est pas évident, mais comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, nous, notre retour d'expérience là, sur 4 années, c'est que c'est mieux que rien. Et qu'en fait, les personnes, elles attendent depuis des semaines de voir un psychiatre, donc de pouvoir le voir en vidéo, c'est déjà vachement bien. Et ça fait déjà quand même énormément de bien. Comme là, peut-être que ça aurait été plus sympa de se voir tous dans un amphithéâtre, mais c'est mieux de se voir en réunion vidéo que de ne pas se voir du tout, je pense. Voilà. C'est exactement pareil pour la pratique de la psychiatrie en vidéo. Donc, pour la réglementation, ce qui est remboursé, pas remboursé, ça va être comme au cabinet. Donc, faites bien attention lorsque vous regardez les honoraires d'un psychiatre. Les honoraires sont libres. Nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de faire la même pratique que ce qu'ils pratiquent au cabinet. Donc, soit secteur 1, soit secteur 2. Donc, regardez bien de quel secteur dépend le psychiatre. Si les secteurs 1, en général, c'est un remboursement sur la base de 46,70 €, entre 30
39 € et 46,70 €. S'il est secteur 2, c'est la même base de remboursement sécurité sociale, mais le psychiatre a des honoraires libres, donc il va peut-être être à 70, 80, 90 €. Donc faites attention, puisque la base du remboursement sécurité sociale, c'est 46,70 €. Après, le reste est pris en charge ou pas par votre mutuelle, selon votre mutuelle et aussi selon si vous êtes à 100%. Mais même si vous êtes à 100%, s'il y a un dépassement d'honoraires, ça ne sera pas pris par votre 100%. Hein. Donc ça, il faut quand même bien faire attention. Mais en tout cas, c'est comme au cabinet. Pour être remboursé, alors soit vous voyez en téléconsultation votre propre psychiatre à vous, celui que vous voyez en cabinet d'habitude, et en ce cas, le remboursement, ça rentre dans la réglementation, il n'y aura aucun souci. Vous recevrez une feuille de soins, soit par la poste, soit votre psychiatre, il vous la donnera la prochaine fois, soit c'est le cas chez CARE, on émet ce qu'on appelle des feuilles de soins électroniques qu'ensuite vous imprimez et vous envoyez à la sécurité sociale. Donc ça, si c'est votre psychiatre de d'habitude, il n'y a pas de sujet. Si c'est un nouveau psychiatre et que vous le consultez un peu en urgence pour un avis, voire un début de suivi en attendant de voir un psychiatre en cabinet parce que le psychiatre de cabinet n'a pas de place, normalement, vous avez le droit à 3 rendez-vous remboursés. Le psychiatre de la téléconsultation, il va coter urgence sur la feuille de soins et vous aurez le droit d'être remboursé 3 fois. L'idée de la sécurité sociale, c'est quand même qu'à un moment, et je suis assez d'accord, d'essayer de privilégier la rencontre humaine. Donc, c'est pour ça que si vous choisissez un psychiatre de téléconsultation, essayez de le choisir soit pas trop loin de chez vous, malgré tout, ou soit dans un endroit où vous savez que vous allez vous rendre quelquefois. Moi, je sais que voilà, il y a des patients qui m'avaient choisi en téléconsultation parce que leur grand-mère habite à Paris, ils vont la voir 3 fois par an. Bon, on en a profité pour se voir en vrai au cabinet quand ils sont venus voir leur grand-mère. Voilà. Donc, parce que normalement, on a le droit de téléconsulter un psychiatre sans l'avoir vu avant que 3 fois. Après, il faut le voir pour continuer d'être remboursé. Vous aurez le droit de continuer de faire de la téléconsultation avec lui, évidemment, mais normalement, vous n'avez pas le droit d'être remboursé. Donc voilà, et même dans les départements où il y a un manque de psychiatres, alors nous on a réussi, mais ça c'est encore tout récent, on a obtenu pour les départements où il y a vraiment un trop gros délai d'attente une bienveillance, on va dire, de la sécurité sociale sur ça. Donc si on déborde un peu des 3 consultations, ils ne vont pas nous embêter, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, pour l'instant, c'est un petit peu officieux. Ça devrait être officialisé dans les semaines ou mois à venir, je l'espère, qu'il y ait plus cette règle des 3 rendez-vous, mais qu'on puisse pousser un petit peu plus loin pour les gens qui doivent trop attendre. Voilà. Sur les règles de bonne pratique de la téléconsultation, moi, je vous conseille évidemment d'avoir une bonne connexion Internet, soit un bon Wi-Fi, de vérifier avant. Souvent, les sites, ils vous proposent de faire des petits tests avant pour être sûr que tout est bien réglé. Je vous le conseille parce que sinon, avec le stress de la téléconsultation, on oublie la moitié des trucs, donc c'est peut-être pas mal de se préparer avant. C'est mieux de le faire sur un ordinateur que sur un smartphone, mais après, quand on n'a pas le choix, on peut aussi le faire d'un téléphone. Le psychiatre, en revanche, il est dans l'obligation de le faire d'un ordinateur. On n'autorise pas les consultations via le smartphone, pour obliger aussi, bien sûr, le médecin à ce qu'il soit dans un lieu confidentiel, posé à un bureau et pas en train de faire ses courses ou je ne sais quoi, évidemment. Voilà. Choisissez un lieu propice à la confidentialité et aussi un des intérêts de la téléconsultation, moi ce que je vois avec les patients, c'est qu'ils sont quand même assez cool parce qu'ils sont chez eux, ils n'ont pas pris les transports, ils ne se sont pas stressés d'être en retard, ils sont dans un lieu qu'ils connaissent bien la plupart du temps chez eux. Ils sont comme moi avec leur animal domestique parfois et ça rassure, ça apaise. Le côté sympa que je trouve aussi moi à la téléconsultation, c'est que c'est beaucoup plus facile de voir la famille, de voir les proches. Une fois qu'on se connaît un peu, on se rencontre virtuellement, on fait coucou au mari, aux enfants, aux parents. Et c'est beaucoup plus facile d'organiser des rendez-vous avec la famille ou avec les aidants en téléconsultation qu'au cabinet.
au cabinet, c'est jamais très simple. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi sur la téléconsultation, c'est qu'on visite un peu chez nos patients. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Ça amène des renseignements complémentaires qu'on n'a pas en cabinet. Et puis souvent, les patients, d'ailleurs, ils sont assez sympas. Moi, j'aime bien. Ils me font faire la visite. Les jeunes, ils adorent. Ils me montrent leur chambre. Voilà. Ah, bah, un ado ou un jeune qui va montrer sa chambre, moi, je trouve on a plein de détails, on trouve plein de trucs qu'on n'aurait pas forcément vus en consultation. Donc, je trouve que ça a aussi un véritable intérêt thérapeutique. Les limites, à mon avis, pour la pratique de la téléconsultation, bah, c'est quand même… Alors, il y a plusieurs limites. Il y a les limites un peu de pathologie, et puis après, il y a les limites d'âge ou de technophilie, on va dire. Donc, les limites pathologie, moi, je dirais que, par exemple, toutes les pathologies psychotiques en phase aiguë, une personne schizophrène qui est en rechute, en état délirant aigu ou une bouffée délirante aiguë, enfin toutes ces phases aiguës qui en plus où on peut avoir se sentir pas très bien, un petit peu persécuté, bon de voir quelqu'un à travers un écran, c'est pas idéal, on voit bien que les gens ils se sentent pas très très bien et que là pour le coup il vaut mieux quand même avoir vraiment la chaleur humaine du médecin en face. Voilà, ça pour moi ça serait les limites en termes peut-être de plus de diagnostic et de pathologie. Après, les autres limites, c'est peut-être les limites de la pratique. Un psychanalyste lacanien de l'école viennoise ou je ne sais pas quoi, ça va être un petit peu compliqué de faire la psychanalyse sur le divan, l'ordinateur à l'envers sans se regarder. Bon, ça, je pense que quand même, malgré tout, voilà, il y a des pratiques de psychiatrie qui ne peuvent pas vraiment se faire à travers l'écran. Donc ça, c'est plutôt les limites, on va dire, de la thérapie choisie. Il y a des thérapies qui collent bien à la téléconsultation. C'est carrément le cas de la thérapie comportementale et cognitive. La psychanalyse lacanienne ou freudienne, probablement un petit peu moins. Voilà. Thérapie familiale, thérapie de couple, ça colle très bien à la téléconsultation parce que, comme je vous le disais, c'est assez facile comme ça de nous réunir tous. On peut même faire des consultations, ce qu'on appelle multipoints, comme on fait aujourd'hui, plusieurs personnes à plusieurs endroits. On peut voir à la fois le mari qui est à Lille, la fille qui est à Rouen et la femme qui est à Genève, admettons. Donc ça facilite quand même beaucoup les choses. Et puis après, les autres limites, ça va être les limites un peu d'âge. Hein, c'est vrai, sans rentrer dans les clichés, parce que finalement, maintenant, quand même, Internet, la manipulation des choses simples d'Internet, tout le monde arrive à gérer. Mais bon, néanmoins, à 75, 80, 85 ans, on est peut-être moins agile avec ces outils. Mais il y a Sylvie qui dit non, là, ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est la limite que je peux voir là-dessus. Après, on a des gérontopsychiatres qui consultent. Et en fait, les gérontopsychiatres, ils consultent même en EHPAD ou même des personnes de 90, 95 ans. Et en ce cas, elles sont accompagnées, tout simplement. Parce que, oui, un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faut régler la téléconsultation par carte bleue. Sauf si vous êtes CMU ou ALD et que vous n'avez pas d'avance de frais. Mais sinon, vous réglez la consultation par carte bleue via le site et après, vous recevez votre feuille de soins. Donc, toute cette manipulation-là, pour les gens âgés, si ça leur fait un peu peur, s'il y a un accompagnant, en général, ça marche bien. C'est sûr que nous, la tranche d'âge de personnes qui téléconsultent, ça va quand même plus être entre 18 et 50, 55. Voilà. Et puis après, le dernier frein, hélas, puis après, il y a aussi des gens de 25 ans qui ne sont pas du tout technophiles, qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas envie de s'y mettre, etc. Bon, eux, c'est pas des bonnes, ça ne va pas être des bons patients, hein, on va dire. De toute façon, ils ne vont même pas avoir l'idée de faire une consultation en vidéo, eux, je pense. Et puis après, les derniers, ça va être, hélas, le souci que… Là où les régions où il n'y a pas beaucoup de psychiatres, c'est aussi les régions qui ne sont pas très bien connectées avec Internet encore, quoi. Voilà. Je pense à la Creuse. Ça revient souvent ce département, hélas, mais il n'y a pas que. Du coup, et quand il n'y a pas un très bon réseau, les pauvres, ils ont à la fois pas un bon réseau et pas de psychiatre tout près.
Mais bon, ça, c'est en passe, je l'espère, de se résoudre. Moi, je suis de près toute cette actualité, du coup, et normalement, les annonces faites, c'est que pour l'année à venir, la couverture réseau en France sera de 98%. Donc, j'espère que ça va assez vite pouvoir être possible. Voilà un petit peu au niveau des limites, moi, que je dirais sur la téléconsultation. La dernière limite qu'on m'évoque souvent, mais qui en fait maintenant avec 4 ans d'expérience n'est pas vraiment une limite pour moi, c'est évidemment les gens ils me disent oui, quid du lien thérapeutique, quoi, la relation humaine au médecin, etc., se serrer la main, la chaleur du cabinet, voilà. Donc moi aussi hein, j'étais inquiète de ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ j'avais choisi de faire de la téléconsultation qu'avec mes patients parce que comme je vous le disais, le lien humain, quand c'est notre psychiatre habituel et nos patients habituels, franchement, ça se fait bien de se voir une fois de temps en temps en visio et une fois de temps en temps en cabinet. Ça marche bien. Et puis finalement, sur les conseils de confrères, j'ai ouvert des créneaux des créneaux nouveaux pour des gens que j'avais jamais vus. Et en fait, le lien thérapeutique, il se fait. Il se fait même vachement bien. Il se fait d'une autre façon, évidemment. Donc, il va y avoir des choses qui vont manquer, le contact humain, bien sûr. Mais comme je vous disais, il y a des choses qu'on n'a pas avec le contact humain et qu'on a dans la vidéo. Les gens sont moins stressés, ils sont chez eux, ils nous font visiter leur maison, on voit leur famille, on voit leur façon de vivre, leur animal, etc. On a nous-mêmes moins de retard en vidéo qu'on ne l'a au cabinet parce qu'on peut moins se permettre entre guillemets, de faire attendre les gens. Tout ça, ça crée finalement une relation thérapeutique nouvelle, mais assez sympa. Et en fait, quand on se voit en vrai, quand on finit par se voir en vrai, on a l'impression de se connaître déjà. Hein. On est très content de se voir en vrai pour la première fois, mais le courant, il est déjà passé d'avant. Voilà. Donc finalement, pour moi, sur le lien thérapeutique entre le psychiatre et son patient, finalement, même si au début j'en étais pas sûre, c'est pas un frein. Et puis, encore une fois, aussi, ces patients, de toute façon, ils ont besoin. Ils ont un besoin et en général, ce sont des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas faire autrement. Soit parce qu'ils ont des mois de délai d'attente, soit aussi, j'ai oublié d'en parler, on a par exemple des patients agoraphobes qui ne sortent pas de chez eux. Donc, de toute façon, pour eux, la téléconsultation, c'est la seule possibilité de consulter dans un premier temps. Donc, quand on a 6 mois de délai d'attente pour voir un psychiatre en vrai, ou quand on ne sort pas de chez soi parce qu'on fait des crises d'angoisse, ou parce qu'on souffre d'un handicap, hein, on a aussi des patients qui ont une sclérose en plaques, qui sont en fauteuil roulant et qui n'ont pas trouvé de cabinet adapté, voilà, où on voit des gens dans des foyers, des papillons blancs qui souffrent de handicap et qui ne peuvent pas se déplacer. Et pour tous ces gens-là, de toute façon, ils ont un besoin et il n'y a rien pour répondre à leurs besoins à part la téléconsultation. Les gens qui conduisent, ouais, je vois les gens qui conduisent pas, effectivement. Voilà. Donc finalement, encore une fois, c'est pas du tout un outil de remplacement, c'est un nouvel outil complémentaire pour un peu boucher le trou dans la raquette, si j'ose dire. Mais comme dit Patrice, il dit que Doctopsy peut-il se comparer à SOS médecin en cas d'urgence? Non, pas complètement, tout à fait, puisque pour l'instant, le site n'a pas vocation à être un site d'urgence, c'est-à-dire que malgré tout, vous devez prendre rendez-vous avec le médecin psychiatre. Donc, soit vous avez de la chance, vous n'êtes pas très bien, vous allez sur le site et il y a un psychiatre dispo dans 30 minutes, 45 minutes, et en ce cas, c'est chouette. Soit il va falloir attendre quand même quelques heures. Il n'y a pas de psychiatre d'astreinte d'urgence. Moi, à terme, j'aimerais beaucoup, mais pour le moment, on n'a pas les moyens de faire ça. En revanche, ce qu'on garantit, c'est un rendez-vous dans les 24 heures. Mais je sais que quand on n'est pas bien, 24 heures, ça semble long. Mais alors, on essaye aussi d'avoir des créneaux larges. Les consultations, elles commencent vers 7 heures et elles vont se finir. On a du monde qui consulte jusqu'à 23 heures. Mais c'est vrai que les plages 23h, 7h, hélas, elles ne sont pas couvertes pour le moment, quoi.
Pour ça, il faudrait en fait qu'on ait des psychiatres salariés chez nous, voilà, qu'on embauche et que ce soit comme une sorte d'hôpital virtuel qui fonctionne sous la forme d'astreintes, de garde, etc. Mais ça demande des moyens financiers assez conséquents. D'accord. Il y a eu un bip, je ne sais pas si… C'est Nathalie, je vais peut-être lui couper le son. Et voilà. J'ai aussi une question en fait qui est revenue par rapport en fait à la téléconsultation. Vous avez parlé de 3 consultations en fait dont la personne avait le droit. Et est-ce qu'il faut aller pour la 4e fois aller consulter et est-ce que ça revient en fait on peut avoir 3 consultations par la suite? Ah, non, alors oui. Ça, c'était comme c'était pas trop clair par rapport à ça, du coup, on m'a posé la question. Alors, en fait, donc, c'est pas qu'on a le droit ou pas le droit, c'est plus des histoires de remboursement. Quand D'accord. vous allez téléconsulter pour la première fois Dr Jacques, par exemple, je vais vous faire et qu'on ne s'est jamais vu avant, je vais vous faire une feuille de soins où je vais coter urgence. Ça va vous permettre d'être remboursé par la sécurité sociale. Normalement, on a le droit à 3 feuilles de soins côté urgence remboursées par la sécurité sociale. La 4e fois, il faut que vous consultiez en vrai Dr Jacques uniquement, pas Dr Dupont ou Dr Durand. Ça ne marchera pas. Et une fois que vous aurez vu Dr Jacques en vrai la 4e fois, c'est bon, vous pouvez téléconsulter autant que vous voulez parce que vous aurez vu Dr Jacques dans les 12 mois précédant la téléconsultation. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est juste à un moment donné, en fait, le contact humain est privilégié. Donc, au bout de 3 rendez-vous de téléconsultation, normalement, on doit se rencontrer en vrai pour pouvoir poursuivre les téléconsultations. D'accord, donc comme ça répond à la voilà. question. Ça, c'est la théorie. Encore une fois, en pratique, mais pour l'instant, on n'a rien d'officiel. Ils sont un peu cool là-dessus et bienveillants parce que justement, ils savent que 3 fois, ce n'est pas toujours suffisant, quoi. D'accord. Par rapport à ça, j'aurais voulu avoir un petit complément. Donc, c'est donc les 3 fois en urgence. Ça, c'est ce que vous venez d'expliquer. Vous nous avez expliqué aussi que quand c'était notre psychiatre donc, qui se mettait à faire de la téléconsultation, si j'ai bien compris, on peut avoir le nombre de consultations que l'on veut, dont on a besoin, pardon. Mais alors, est-ce qu'il est possible, puisque j'habite la Creuse, que je n'ai pas de… Enfin, j'habite Franche-Comté, mais c'est à peu près pareil. Est-ce que je peux contacter un médecin par votre site et qu'il devienne mon médecin, qu'il me suit? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est-à-dire que je prends contact avec un Marseillais, un premier, ça, le courant passe bien. Est-ce que je peux devenir son patient pour avoir tout le suivi? Bien sûr. Vous pouvez faire tout le suivi si vous êtes en Franche-Comté et que vous choisissez Dr Durand, psychiatre marseillais. C'est juste que vous faites 3 fois des téléconsultations. Elles seront remboursées 3 fois. La 4e fois, ça serait bien de vous rendre à Marseille, rencontrer en vrai le Dr Durand pour que vraiment ça officialise un peu la relation. Et ensuite, vous rentrez en Franche-Comté et vous pouvez faire des téléconsultations pendant 1 année avec le docteur Durand. Et 1 fois par an, vous vous revoyez en vrai 1 ou 2 fois par an. Voilà, c'est pour ça que je disais, il est important, quand on choisit, si on pense initier un suivi total en téléconsultation et pas avoir juste un avis, mais peut-être un suivi global, il est important d'être un peu stratégique quand on choisit la localisation du psychiatre. Parce qu'il faut essayer de se dire, il faut que ce soit un psychiatre qui habite qui est dans un coin où moi je vais 1 fois de temps en temps. Si vous allez à Marseille 1 fois de temps en temps, eh bien, choisissez en effet un psychiatre de Marseille. Merci pour cette précision. Je n'avais pas très bien compris ça. Voilà. Non, mais c'est pas clair et je l'espère, ça va être amené à évoluer. C'est ce pourquoi je me bataille. On a un dossier qui passe à la sécurité sociale en septembre et cette règle des 3 fois pourrait peut-être sauter, mais on n'en est pas là. Alors, j'ai une question de Eliane à tout le monde. Je crois que vous l'avez aussi. C'est ALD ou CMU, comment on fait? ALD ou CMU, c'est le même principe, sauf que vous n'avez pas à avancer les frais. Vous précisez en fait au moment de prendre le rendez-vous que vous êtes ALD ou CMU. Il y a une petite… Oui. Voilà.
Et du coup, vous ne payerez rien. Et le psychiatre, il est ensuite directement remboursé par la sécurité sociale. Mais de la même façon, finalement, il y aura 3 fois de remboursement si c'est un psychiatre que vous ne connaissez pas. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Ou peut-être Là, j'ai fait la partie téléconsulte. Je suis dispo pour des échanges, des questions. Et puis après, on peut parler aussi des petits outils digitaux, numériques. Justement, oui. Vous avez parlé de votre application. Est-ce que quand on passe à l'application, est-ce que c'est un algorithme ou c'est vraiment une personne que vous avez en fait derrière les chats qu'on a sur le… Non, ce n'est pas du tout une personne. Les textes sont écrits par des êtres humains. Oui. Mais quand vous parlez avec l'application, là, ce n'est pas une personne, c'est un petit robot. Donc, peut-être que je peux vous décrire un peu ce qui existe en ce moment en santé mentale. Je vais parler de mon appli, mais bien sûr, pas que de mon appli. Et ça peut aussi répondre à la question, je ne sais plus qui était le participant, qui disait, est-ce que ça se substitue à un SOS médecin, d'autopsie? Hélas, non. Ce qui peut, alors là, c'est pareil, ça ne va pas se substituer entièrement, mais ce genre d'appli, au moins, elles sont dispo 24 sur 24, 7 sur 7. Si vous n'allez pas bien, vous pouvez aller dessus, faire un exercice de respiration, de relaxation, de méditation, et ça peut peut-être vous aider à redescendre un peu la pression d'un cran et attendre quelques heures. Donc, ça ne remplace pas un psychiatre, mais bon, ça, pour le coup, c'est dispo 24 sur 24. Alors, les applis qui… Ah, pardon, je vous coupe. Vous alliez… Non, oui, j'ai juste une question là qui vient d'arriver qui me demande que pensez-vous que pense la communauté en fait des psychiatres? Elle est plutôt favorable, bof ou bof? Pour la téléconsulte? Oui, non, oui, tout à fait. Oui, la téléconsulte. Eh ben, non, mais c'est une question intéressante. Je voulais parler du Covid, mais comme l'heure tourne et qu'on a plein de trucs à se raconter, on va peut-être en parler tout ça en même temps. Très bien. On va s'en parler en même temps. Et donc, non, mais donc c'est intéressant, vous avez raison, parce que moi, ce que j'ai trouvé super rigolo dans cette période Covid, c'est qu'il y a eu des psychiatres qui, un peu sous la contrainte, ont été obligés de se mettre à la téléconsultation. Ils n'étaient pas du tout contents. Ils venaient un peu en râlant, en disant, bon, je vais utiliser votre truc parce que je n'ai pas le choix. Mais sachez que je le fais pas vraiment de bonne volonté, quoi. Donc on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà, ils nous disaient ça. Alors, c'était assez rigolo. Et donc, pour répondre à la question, il y a 2 types. Il y a les psychiatres qui, pareil, sont un peu digitaux, technophiles, qui ont envie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est aussi de la vraie qualité de vie de travail pour le psychiatre. Finalement, nous, les médecins, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire un peu de télétravail après tout? On est une des seules professions où le télétravail, c'est pas évident. Moi, n'empêche que je suis vachement contente maintenant de faire le samedi matin plutôt que de me faire 1 heure de transport en commun pour aller à mon cabinet, et de pouvoir consulter de chez moi. Donc, il y a aussi une vraie question de qualité de vie de travail. Donc, il y a beaucoup de psychiatres qui sont plutôt vraiment pour la téléconsulte, aussi parce que c'est une qualité pour les patients. Quand on veut glisser un petit rendez-vous entre deux parce qu'un patient ne va pas bien, c'est beaucoup plus facile de le faire en vidéo que de le faire au cabinet. Souvent, notre agenda de cabinet, il est blindé, mais notre agenda de chez nous, il n'est pas blindé. On a toujours une demi-heure, 3/4 d'heure à trouver un samedi, un soir pour faire une consultation en vidéo. Et les psychiatres qui n'étaient pas trop pour, les psychanalystes, des psychiatres pas digitaux, ils s'y sont mis un peu sous la contrainte en mars-avril. Et finalement, on se rend compte qu'il va y en avoir peut-être, je dirais, 1 sur 2 qui va rester. Après avoir beaucoup râlé, ils vont faire un peu de téléconsultation. Et après, il y en a 1 sur 2, définitivement, ça ne leur plaisait pas. Et je peux aussi comprendre. C'était trop limitant pour eux. Et là, maintenant que la crise sanitaire est passée, ils ont ils sont vite partis du site. Je veux bien le croire. Et juste une petite dernière question, parce que Sylvie, elle nous mettait une question qui demandait en fait que deviennent mes données personnelles sur CARE? Parce que bon, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé. C'est un vrai sujet. Et vous avez raison. Et de toute façon, je vais aussi en parler avec les applis parce que c'est presque plus un sujet sur les outils digitaux et les applis que sur les sites de téléconsultation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sites de téléconsultation, c'est hyper réglementé. C'est très protégé, à la fois par la Haute Autorité de Santé, la Sécurité sociale, le Conseil national de l'Ordre des médecins et la CNIL, qui est l'autorité sur les informations numériques. Donc, il faut passer tous ces barrages-là
pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir un site de téléconsultation. C'est très verrouillé. Ce n'est pas du 100%, jamais on est à 100%, mais c'est très verrouillé. Donc, en tout cas, tous ces sites de téléconsultation, la vidéo n'est pas enregistrable, donc toute la partie téléconsultation en elle-même, c'est du live, c'est pas enregistrable, et donc ça ne reste pas. Et ensuite, toutes les données de santé, on a l'obligation de les faire héberger sur un site agréé, sécurisé, et c'est vraiment très bien verrouillé. Ça est même mieux verrouillé finalement que mon cabinet médical avec mes petits dossiers papier, mes petits post-it, où finalement, il suffit que je me fasse cambrioler et qu'on me pique mes dossiers, quoi. Voilà. Donc, la téléconsultation, je pense qu'il faut vraiment être rassuré là-dessus. Là où il faut être attentif, c'est peut-être sur toutes les applications où là, en effet, on peut avoir peur et même si, voilà, c'est moins c'est moins solide. Et donc, on fait, nous, tout ce qu'on peut pour être hyper sérieux et faire très, très gaffe. Mais voilà, je peux comprendre que ce soit une crainte pour les gens. Alors, il y a une petite question qui est arrivée, qui l'a dit d'office, ça peut être peut-être un peu trop personnel, mais on la pose. Alors, les familles des psychiatres s'adaptent-elles à ce mode d'exercice de visio? Non, mais c'est une question tout à fait pertinente, vous avez raison. J'ai personnellement 4 enfants. L'autre jour, Dominique, à notre réunion, vous l'avez vu, on a débarqué chez moi, etc. Là, j'espère que vous voyez qu'il n'y a personne. Je suis en bas, ils ont la consigne d'être en haut, ils n'ont pas intérêt à mettre un pied dans mon bureau pendant le moment où je suis avec vous. Donc oui, ils s'adaptent. Après, en effet, je pense que ceux qui ont des tout jeunes enfants, des bébés, etc., ça peut être compliqué. Mais bon, ben, moi, j'ai plein d'enfants sous mon toit, un mari, je leur dis, je leur mets un grand panneau interdit d'entrée et puis ils ont bien compris. Et même, ils aiment plutôt bien que je fasse de la téléconsultation parce que maman, quand elle a fini de bosser à midi, ben, à midi une, elle est avec eux, quoi. Et pas à 13h. Et ça, c'est quand même vachement sympa. D'accord. Et une dernière question, en fait, là, c'est une question que moi je pose, en fait, par rapport à l'application. Suite à cette application, est-ce que le fait que je vienne me connecter, en fait, est-ce qu'à un moment donné, il faut que je passe par un psychiatre pour avoir cette application? Est-ce que c'est un appui pour une prochaine consultation ou c'est juste une application pour avoir des exercices Donc là, on parle de Mon Sherpa? Oui, c'est ça. Alors, je vais vous en parler. Donc là, vraiment, c'est complètement une entité à part de la téléconsultation et de la consultation avec un psychiatre. Après, il y a un pont. Mais l'idée, c'est que Mon Sherpa, on va en parler. Il peut être utilisé par quelqu'un même qui n'est pas suivi par un médecin généraliste, par un psychiatre. Nous, on voit qu'il y a à peu près, on a 50 000 personnes là qui utilisent Mon Sherpa et on a à peu près la moitié qui ne sont pas suivies. On a voulu que même les gens qui, je sais pas, ont un petit coup de mou parce que ça arrive à tout le monde. On a eu un souci amoureux, un problème au travail, des problèmes de sommeil. On n'a pas forcément envie ou besoin de directement consulter un psychiatre, mais on a besoin de quelques petits exercices. Et ben, on peut tout à fait télécharger l'application Mon Sherpa et ça va vous envoyer des exercices selon vos symptômes, mais il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout le besoin ou l'obligation de téléconsulter. En revanche, régulièrement, il y a des ponts et on vous dit, si vous avez besoin à un moment donné de parler à un vrai médecin, cliquez ici et hop, ça vous envoie pour prendre un rendez-vous en téléconsultation si vous en avez besoin. Mais Mon Sherpa, c'est un truc qui peut être utilisé tout seul. C'est pas que pour les personnes qui sont suivies et ça peut être vraiment… Moi, je le compare vraiment… J'allais vous le dire, mais je vous dis tout à l'heure, un peu à une nouvelle forme de bibliothérapie. Moi, il y a quelques années, enfin d'ailleurs, je le fais encore, à mon cabinet, je donnais beaucoup les trucs, là, les guides pour s'aider soi-même, les petits bouquins, il y a la collection Odile Jacob, mais il y en a d'autres, les guides, ça s'appelle les self-help, là, les guides pour s'aider soi-même. Moi, je trouvais qu'entre deux consultations, c'était une bonne continuité du travail. Le patient, dans son petit livre, il retrouvait plein de petits exercices, de conseils, de trucs et astuces du quotidien, il pouvait prendre des notes, etc. Et bien finalement, Mon Sherpa, c'est l'outil un peu plus moderne qu'un livre.
c'est la nouvelle forme de bibliothérapie. Entre deux rendez-vous, il fait ses exercices, il suit les conseils. Vous voyez, c'est ça. D'accord, ok. Justement, Eliane nous disait le gros avantage pour les proches, c'est de pouvoir en fait avoir accès au psy, alors que souvent ils refusent en fait aussi le rapport entre proche et patient. Et c'est vrai que ça, c'est bienvenu. En téléconsultation, souvent les médecins ils sont plus OK pour recevoir la famille. Et en effet, ça permet aussi de son côté d'avoir un avis, l'avis d'un psychiatre de son côté si on a besoin en tant que proche. Je continue un petit peu du coup. Oui, allez-y, oui, excusez-moi. Je vais vous montrer. Ah ben non, mais attendez, je suis là pour répondre aux questions. Au contraire, et bien sûr, je montrerai le chiot, mais à la fin. Ah oui, ça, je l'ai pas. J'ai vu que ça a été demandé. Si je vous le montre maintenant, je ne vais jamais pouvoir terminer. Il va m'embêter. Il n'a même pas 2 mois. C'est un petit chiot labrador, la Golden Retriever. Et il est très foufou. Si je vous le montre maintenant, c'est mort. Il faut qu'on raccroche. Hein. Oui, Sherpa fait le journal de l'humeur. Je vais vous le raconter. Donc déjà, peut-être en ce moment, le truc que je voulais vous dire sur les nouveaux outils en psychiatrie, on parle beaucoup de chatbot. Et vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et donc, c'était la question d'ailleurs que vous posiez tout à l'heure. Et donc, c'était ça que je voulais vous dire en premier. C'est quoi un chatbot ? C'est un mélange donc de chat et de bot. Ça veut dire que c'est un petit logiciel en fait qui va gérer des dialogues entre un ordinateur et un être humain. Mais c'est un logiciel qui écrit automatiquement, qui vous fait directement des réponses. C'est pas un humain au bout du fil qui va vous taper sur l'écran d'ordinateur. Ça, c'est juste du chat. Quand on se parle comme ça via l'ordinateur ou via le smartphone, ça s'appelle du chat. Là, c'est géré par un bot. C'est un robot qui fait du chat. Mais en revanche, toutes les conversations, évidemment, elles sont écrites à la base par un être humain. En l'occurrence, par une psychologue et par moi-même. Ça veut dire que tous les exercices, toutes les activités, tous les articles que vous allez trouver dans mon Sherpa ou dans un autre chatbot, le discours, le dialogue, il est écrit par un psychiatre ou par un psychologue, mais ensuite, il est mis en musique par un ordinateur et c'est l'ordinateur qui va vous l'envoyer. Voilà, tout simplement. Et ça s'écrit chat comme un chat, C-H-A-T, et bot, ça vient de robot. C'est une contraction du mot robot, donc ça s'écrit B-O-T. Voilà. Le premier chatbot, il faut savoir qu'il date de 1966. Donc, il prenait beaucoup de place. Hein. Il prenait, je crois, une pièce de plusieurs centaines de mètres carrés. Mais ça existe finalement depuis longtemps. Ce qui est important dans le chatbot, les chatbots, ça peut aller loin. Très loin et peut-être même trop loin, ça c'est vous aussi qui me le direz. Ça peut détecter, alors nous, sur mon Sherpa par exemple, on n'en est qu'au début, mais on détecte certains mots-clés. Angoisse, suicide, idée noire. Donc ça va commencer, un chatbot, il peut quand même commencer à vous répondre selon ce que vous lui dites. Vous écrivez un petit champ libre et le chatbot, selon ce qu'il a détecté, il va vous orienter. Mon Sherpa, s'il détecte de l'anxiété, il va plutôt vous pousser des exercices et des activités sur les ruminations anxieuses, la thérapie cognitive, comment prendre du recul face à ses pensées, comment rester dans le moment présent. S'il détecte des mots plutôt tristes ou des émotions plutôt tristes, eh bien, il va plutôt vous pousser des exercices autour de la dépression, comment se mettre à distance de ses pensées tristes, comment mieux dormir. S'il détecte une problématique autour de la confiance en vous, il va plutôt vous pousser des exercices sur l'affirmation de soi, comment dire non, comment répondre à une critique, comment faire sa demande, etc. etc. Donc, c'est un petit robot un peu intelligent qui, en fonction de ce qui est détecté, soit dans votre discours, soit dans des questionnaires, parce qu'il vous pose régulièrement des questions, et ben, il va s'adapter à ce que vous lui répondez et vous pousser les activités qui lui paraissent le plus adaptées. Et donc, en effet,
dans ces chatbots, vous tenez souvent un journal de l'humeur et des émotions. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, ce petit robot, il va vous dire comment tu vas aujourd'hui. Salut Fanny, est-ce que tu as bien dormi? Coucou Fanny, c'est quoi ton émotion en ce moment? Et puis, il vous met une liste des émotions et puis vous cliquez sur l'émotion. Comme ça, vous avez un journal de l'humeur, du sommeil, des émotions qui est tenu un peu au jour le jour. Ça vous fait des courbes. Donc déjà, ça vous permet de regarder un peu votre humeur parce que parfois, au fur et à mesure, on oublie en fait, on ne sait plus comment on était avant-hier ou la semaine dernière. Ben là, ça permet de le voir. Le truc aussi vachement bien, c'est que ça permet, si le psychiatre est d'accord, et si vous êtes d'accord, de le partager avec son médecin. Comme je vous le disais, le médecin, souvent, on se voit que toutes les 3 semaines. Et quand on voit son médecin, on ne se souvient plus comment on était la semaine dernière ou il y a 15 jours. Ben là, grâce à ces courbes, qui sont un peu finalement objectives. Je vais essayer de vous le montrer sur mon téléphone. Et ben, ces courbes, elles vont montrer au psychiatre et elles vont montrer à vous comment vous vous êtes senti, alors, vous voyez, par exemple, non, parce que comme je suis… non, pardon, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne suis pas du tout une bonne élève de mon Sherpa et du coup, je n'ai rien rempli. Moi, je ne réponds jamais à ces questions, donc je n'ai pas de… Mais je vous ferai, je ne sais pas si je peux faire ensuite parvenir une petite présentation, un truc, je vous montrerai comment ça marche. Voilà, donc en tout cas, ça permet de montrer à son psychiatre l'évolution de son humeur. On peut même montrer… on est connecté avec le Health Kit, vous savez, les trucs d'Apple qui enregistrent le périmètre de marche. Donc, on peut lui montrer son activité physique, son temps de sommeil, des choses comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est des données super intéressantes pour le psychiatre. Alors après, ce qu'il faut, enfin, les limites de ça, moi, je trouve, je comprends que ça puisse être un peu inquiétant, c'est que déjà, il faut savoir faire la limite entre l'observation et la surveillance. C'est bien de s'auto-observer ou c'est bien que le psychiatre vous observe dans certains de vos symptômes et de vos signes avant-coureurs, mais il ne faut pas que ça devienne une forme de surveillance. Donc, la limite, elle est ténue entre les deux et il faut être attentive. Et puis l'autre idée, c'est que je pense aussi que les chatbots, enfin moi, ce que ça me fait dire, c'est que à mon avis, les chatbots, il y a 100 ou 150 ans, c'est peut-être pas un truc qui aurait marché en fait. Parce qu'avant, on communiquait en vrai. On se voyait, on se parlait énormément en face à face. Aujourd'hui, pourquoi ça marche? Et d'un côté, j'en sais rien, c'est peut-être un peu triste, mais parce qu'on est dans une société où on communique plus en vrai, on communique plus vraiment en face à face. On fait des chats, on fait des mails, on fait des SMS, on fait des WhatsApp, on s'écoute moins en face à face. Et donc, du coup, finalement, ces petits robots conversationnels, déjà, ils vont avoir une efficacité parce que c'est assez naturel d'écrire, comme on écrit à nos copains ou à notre famille. Ça, c'est la première chose. Et si ça a du succès aussi, ce petit robot, c'est que même si la personne, elle sait bien au fond d'elle que c'est un robot, on a quand même le sentiment d'être écouté, d'être entendu. Le chatbot, il reformule, il va dire « Ah bah oui, Fanny, c'est bien ça que tu as voulu me dire, j'ai bien compris, etc. » Il fait beaucoup de reformulation. Donc, en fait, ça donne le sentiment d'être quand même écouter, et ça, quel que soit le moment, parce qu'encore une fois, un dimanche ou à 3 heures du matin, c'est pas évident de trouver quelqu'un pour nous entendre. Et en plus, on sait que derrière ce petit robot, en vérité, se cache un humain. En l'occurrence, pour mon Sherpa, c'est moi qui me cache derrière. C'est Clara, la psychologue. Et quand j'écris mes exercices, moi, je pense toujours au patient qui est au bout de la ligne, au bout du fil, quoi. Même si je ne l'ai pas en direct et même si l'exercice, il le verra peut-être que la semaine prochaine, et évidemment, moi, je pense toujours qu'à l'utilisateur final, c'est un être humain. Donc, je pense que c'est pour ça que ces petits robots, en ce moment, ils marchent plutôt pas mal. Et pour moi, juste avant de venir aux questions, ils ne doivent pas se substituer, ils ne doivent pas remplacer la relation thérapeutique, ils doivent s'intégrer à la relation thérapeutique. Ce n'est pas à la place d'eux, c'est complémentaire. D'ailleurs, on appelle cette forme de relation thérapeutique une relation thérapeutique augmenté. Le lien thérapeutique, il n'est pas diminué grâce à ces outils, mais au contraire, il est augmenté. C'est un truc complémentaire, comme on a augmenté la relation thérapeutique grâce aux médicaments, aux traitements médicamenteux, par exemple. Oui, c'est un complément, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment un complément. Pour moi, c'est un complément.
Je vais vous donner mes recos tout à l'heure et les risques que ça, voilà, et les risques. Mais en tout cas, une de mes grosses recommandations, c'est qu'au bout, il faut un être humain. Ne prenez pas n'importe quelle appli comme ça au pif qui va vous faire de l'auto-observation parce que à force de s'auto-observer, on peut tomber dans l'autodiagnostic et ça, c'est pas bon du tout. Il y a des applis qui sont pas labellisées, qui vous font faire tout un tas de questionnaires et puis alors au bout de 2 lignes, on va vous annoncer que vous êtes psychotique ou dépressif sévère et que vous avez un trouble bipolaire et que bon, bah, tant pis pour vous, merci, au revoir. Et là, on se retrouve tout seul. Sauf que, évidemment, le diagnostic, ce n'est pas en un questionnaire qu'on peut le faire. Ce ne sont pas des questionnaires validés scientifiquement, donc ils n'ont aucun intérêt. Et que, évidemment, une fois qu'on a fait un éventuel diagnostic, il faut voir un médecin. Donc, il ne faut pas prendre d'appli où, à un moment donné, il n'y a pas une connexion avec un médecin. Il faut toujours que ce soit recommandé, supervisé par un médecin ou qu'on puisse faire une consultation à terme. Il ne faut pas rester tout seul avec une application, surtout quand elle fait de l'observation et du diagnostic, parce que ça, c'est un vrai danger. Oui, et comme disait Patrice, il disait qu'il y a-t-il une intelligence artificielle quelque part dans mon Sherpa? Il y en a. C'est le début. Il y en a, c'est le début. Tout à fait, puisque à partir du moment où mon Sherpa, par exemple, il reconnaît certains mots-clés que l'utilisateur va écrire, et du coup, en fait, l'idée de mon Sherpa, c'est vraiment de faire un truc cousu main, au fur et à mesure, hein, là on travaille toujours voilà, on continue, c'est que chacun est un Sherpa différent du voisin et que selon vos symptômes, selon les questionnaires que vous avez remplis, selon les mots que vous utilisez, selon votre état d'humeur, d'émotion, de sommeil, etc., et ben, mon Sherpa, il va se coller le plus possible à vous et il va proposer des exercices finalement un peu valables que pour vous. C'est en ça que c'est une intelligence artificielle, même si au début, même si pour le moment, bien sûr, on en est au tout début. D'accord. Oui, c'est une façon en fait de créer sa toile entre guillemets en ayant en fait les liens qui relient à chaque fois aux mots-clés ou à ce qu'on a dit. Exactement. Juste une chose, j'ai Thierry, je crois que c'est Thierry, oui, Thierry qui me demandait l'application en fait, elle est parce que sur les Android, est-ce qu'elle est, on peut l'avoir parce que je sais que moi, sur le iPhone, ça s'est bien passé, mais sur les Android, je ne sais pas si… On ne peut pas encore l'avoir, mais je pense d'un jour à l'autre. Ah, mois de juin, sûr et certain. D'ailleurs, si vous allez sur Android et que vous la cherchez, mon Sherpa, M-O-N et plus loin S-H-E-R-P-A, vous pouvez vous inscrire en liste d'attente, entre guillemets. Et comme c'est ce qu'il a fait. Voilà, le jour où ça arrive, vous allez recevoir un petit mail, je pense. Oui. C'est ce qu'il vient de faire. C'est bon. Et je pense que c'est peut-être la semaine prochaine ou la suivante, j'espère. On fait les derniers tests, on a encore des petits bugs là. D'accord. Et par rapport au coût que ça peut avoir, en fait, le Sherpa, je sais que, à vous dire vrai, j'ai regardé, il y a les 3 mois qui sont gratuits, c'est ça, en fait. Et après, comment ça se passe, en fait? Alors, hélas, pour le moment, moi, à terme, ce que j'aimerais, c'est qu'on devienne un dispositif médical. Et une fois qu'on a fait une étude clinique pour devenir un dispositif médical, finalement, c'est comme une sorte de médicament digital et on peut être remboursé par la sécurité sociale. Il y a très peu d'applications qui le sont. Il y en a 0 en psychiatrie. Il y en a une pour le diabète, par exemple, remboursé par la sécurité sociale. C'est très innovant, c'est très nouveau et ça demande beaucoup de travail. Mais moi, c'est vraiment ce vers quoi j'aimerais aller. Et donc, j'espère qu'à terme, ça sera remboursé par la sécurité sociale. Pour le moment, hélas, et pour financer le développement continu de mon Sherpa, on est obligé de le faire payer un petit peu. C'est aussi parce que c'est du contenu de qualité. On a plus de 150 exercices que moi, j'ai écrits de TCC. Et donc, en fait, il y a une partie des exercices qui est gratuite et qui sera tout le temps gratuite. Et après, si vous voulez débloquer tous les 150 exercices, c'est 5 € par mois. J'ai regardé, oui. Pour le moment, c'est gratuit à cause du Covid et tout. On a mis 3 mois gratuits. Et je pense que quand ça va arriver sur Android, on va faire aussi 3 mois gratuits pour les personnes Android pour qu'elles puissent regarder et avoir accès à tout pendant 3 mois. Dans ces exercices, on me demande est-ce qu'il y a l'estime de soi, en fait, pour pouvoir tester l'estime de soi? Est-ce que ça en fait partie comme exercice? Oui, il y a un module sur l'estime de soi.
Ensuite, il y a d'autres questions qui arrivent. Que devez-vous faire pour obtenir ce label de dispositif médical? Alors, c'est compliqué. Hein, il faut faire une étude clinique. Alors déjà, il faut être labellisé, mais bon, ça on l'est. Marquage CE, là, ça veut dire que justement les données de santé, elles sont sécurisées au maximum, elles sont bien traitées d'une bonne façon. Ce sont des humains et médecins derrière, etc., etc. Ça, c'est un premier marquage. Et ensuite, il faut faire une étude clinique qui dure souvent 18 mois pour démontrer qu'il y a quand même une efficacité prouvée et que ça va améliorer chez le patient. Par exemple, ça va l'aider à prendre son traitement parce qu'il y a tout un tas aussi de choses sur le médicament, des rappels de traitement, la courbe de l'observance des traitements, des félicitations quand on a bien pris son traitement sans oubli pendant une semaine, etc. Voilà, donc il y a plein de choses sur l'observance. En tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'une étude clinique doit venir démontrer qu'avec, on est mieux que sans. Que ça nous a aidé à mieux prendre ses médicaments, que ça nous a aidé parfois à gérer une crise sans avoir à aller aux urgences, etc. Et si l'étude clinique démontre ça, un peu comme un médicament normal en fait, hein, avec le médicament on est mieux que sans, c'est l'étude clinique qui le montre, et ben c'est susceptible d'être remboursé tout ou partie par la sécurité sociale comme un traitement médicamenteux en fait. Et alors, une question de Sylvie qui dit et les exercices cognitifs, afin que le psy puisse voir le journal de l'humeur du patient, faut-il qu'il soit inscrit sur le Sherpa? Alors, pour le moment, on a pris la décision que le psychiatre il puisse juste voir des courbes. Donc, il va avoir accès à la courbe de l'humeur, des émotions, du sommeil. Du sommeil, il va voir aussi quels sont les exercices ou les activités que son patient a le plus pratiqué. Parce que moi, je trouvais ça intéressant. Par exemple, je ne sais pas, si je vois que mon patient, tous les soirs à minuit, il a fait un exercice de méditation de pleine conscience contre les ruminations anxieuses, je vais me dire qu'il y a un truc le soir qui ne va pas, qui fait des crises d'angoisse le soir, et donc c'est une piste. D'accord. Ça, il le sait, le psychiatre. Après, le contenu, non, parce que justement, pour des raisons de sécurisation des données, c'est comme un journal intime, ça peut être partagé et vu de personne, non plus par le médecin. D'accord. J'ai une question de Mohamed qui dit, est-ce que ça peut nous apporter un plus quand on est en dépression? Oui, il y a un parcours d'ailleurs qui est en train de se faire, qui s'appelle le parcours de la dépression, avec vraiment une quinzaine d'exercices. Encore une fois, moi, je vous dis, je compare vraiment ça à la bibliothérapie. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez les guides pour s'aider soi-même justement sur la dépression. Il y en a un qui est très bien qui s'appelle « La dépression, comment s'en sortir ». C'est Christine Mirabel-Saron qui l'a écrit aux collections Odile Jacob. Et bien finalement, à la place du livre, et donc il y a plein d'exercices dans le livre, de thérapie cognitive, de l'écriture des pensées, des choses comportementales, etc. Et bien là, le truc, c'est que c'est juste un petit peu ludique de le faire à travers son téléphone avec un petit bonhomme qui va vous conseiller les exercices. C'est peut-être un peu moins chiant, rébarbatif que de lire un livre de la page 1 à la page 300. Et en plus, les chapitres, ils vont s'adapter selon vos symptômes. Vous allez aller directement au chapitre 8, on va dire, si jamais votre problème, c'est plus le sommeil, etc., etc. Donc, ça s'adapte mieux qu'un livre. Alors, j'ai une question pas une question, mais en fait, Eliane qui disait son ressenti. Attendez, juste allez-y, je vous en prie. Il faut qu'il sorte, parce que sinon… Du coup, vous allez le voir. Voilà, les aléas du direct. Ouh là là! Il est trop beau. Bon, mais là, excusez-moi, hein, je suis désolée, ça, c'était pas prévu. Mais comme je l'ai, voilà, je vais prévenir qu'il faut qu'on mette dehors. Hop! Je vous en prie. Je disais, Eliane disait que pour moi, l'être humain est l'essentiel indispensable. On le sait, que de nombreux outils numériques éloignent les gens les uns des autres, même si ces outils ont un intérêt indéniable, surtout pour les jeunes. Tout à fait. Bah oui, alors c'est plus un constat qu'une question sur lequel je suis assez d'accord. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut privilégier la qualité à la quantité des outils numériques. Il faut être un peu
intelligent, on va dire, dans son utilisation. Moi, j'essaye de conseiller à mes patients certains outils, pas trop, parce qu'après, l'idée, c'est pas non plus d'être collé à son écran et de s'éloigner du vrai monde et de la vraie vie. Et rien de tel, encore une fois, que la relation humaine. Mais alors ça, en tant que psychiatre, encore heureux, j'en suis parfaitement convaincue. Donc, en fait, c'est un outil, vous voyez, enfin, j'en sais rien, c'est un peu comme un marteau, quoi. Un marteau, on peut autant l'utiliser pour construire une super belle maison que pour taper sur la tête de son voisin avec qui on s'est disputé, quoi. Un marteau, c'est capable du meilleur comme du pire. Et ben, un outil de ce type-là, c'est capable du meilleur comme du pire selon l'intelligence de l'utilisation. Et pour moi, l'intelligence de l'utilisation, c'est encore une fois prendre une appli qui est quand même plutôt labellisée, qui est sérieuse, crédible, écrite par du corps médical, avec une intervention humaine à un moment donné extérieure et pas tout seul, et l'utiliser de façon qualitative avec je sais pas, une demi-heure dédiée par jour ou j'en sais rien, mais pas être évidemment collé. Les gens sont déjà suffisamment collés à leurs écrans pour qu'on le soit encore plus. C'est pour ça que par exemple dans mon Sherpa, on a mis pas mal d'exercices en audio pour que l'idée, c'est que les gens ils puissent écouter l'exercice sans être le nez à l'écran. D'accord. Ben, il y a Alors, il y a Patrice qui dit mon Sherpa, c'est aussi fait pour taper sur mon voisin. Point d'interrogation. Ça lui fera moins mal qu'un coup de marteau. Hein. C'est ça, en fait. Et Yann aussi qui nous dit je crains que de nombre de patients ne se referment encore plus sur eux avec un chatbot. Cela l'encourage, le remplit sur soi et crée une dépendance ou un outil informatique et impersonnel. Alors, c'est vrai. Quoi. C'est une bonne réflexion. Tout à fait. Ça fait partie des risques, des limites. Après, moi, je pense que de toute façon… C'est une béquille, en fait. C'est ça. En fait. Oui, mais c'est surtout, je pense que de toute façon, hélas, les outils digitaux, quels qu'ils soient, et les applis, on y va. Donc, soit on monte dans le train et on participe à la construction du truc, soit on reste sur le quai, mais ça va se faire sans nous. Et moi, je préfère qu'un patient soit un peu accro à mon Sherpa plutôt qu'il soit accro à Candy Crush ou un truc. Voilà. Et de toute façon, si ce n'est pas nous qui le faisons, ça va quand même être fait. Et sans doute, enfin, je ne veux pas être prétentieuse, mais en tout cas, peut-être pas de façon aussi qualitative que ça serait pour les patients. Et donc, c'est pour ça que de toute manière, ça va se faire avec ou sans nous. Donc, moi, j'essaye de me batailler pour que ça se fasse. Pour que ça se fasse avec nous. Juste, je vous raconte une petite anecdote parce que je comprends très bien qu'on puisse critiquer, enfin pas critiquer, mais être un peu réticent et c'est tout à fait normal. Juste une petite anecdote médicale. Quand le stéthoscope a été créé par l'ANEC, donc le stéthoscope, je pense que tout le monde sait ce que c'est l'outil pour écouter le cœur. Et maintenant, vous ne voyez pas un médecin sans stéthoscope, un cardiologue sans stéthoscope. Donc, quand il a été inventé par l'ANEC, ce fameux stéthoscope, ça a été un scandale, un scandale. Il s'est fait jeter de partout. Personne ne voulait utiliser son stéthoscope. Tout le monde parlait de la relation thérapeutique, du lien thérapeutique, que c'était une honte, que ça modifiait la relation entre le patient et le cardiologue, que le cardiologue, il devait absolument poser l'oreille sur la poitrine, sur le thorax de son patient et qu'on ne pouvait pas mettre entre le patient et le médecin un truc en ferraille froid et que c'était complètement déshumanisant. Et le pauvre Laennec, il a eu vachement de mal à vendre son stéthoscope. Et puis, finalement, petit à petit, on s'est rendu compte quand même que le stéthoscope, ça prouvait son efficacité, que ça permettait de détecter des symptômes que l'oreille humaine n'avait pas détectés, que ça permettait quand même d'améliorer des diagnostics et des rapidités de prise en charge, et tout le monde s'y est mis. Et moi, je pense que les outils digitaux, j'espère que ça peut être un peu ça. Si c'est bien utilisé, ça peut permettre de détecter précocement des rechutes, des symptômes et d'aider plus vite les gens. Oui, c'est un outil en plus. Outil comme un autre, en plus, dans la trousse à outils du médecin, comme l'est ce fameux stéthoscope de l'ANEC. Tout à fait. Mais oui, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai parlé et j'ai une des personnes que je connais qui a commencé à l'utiliser. Et du coup, je lui ai posé des questions. C'est pour ça que… Ah, super, ouais. Voilà. Et vraiment, j'ai eu des bons retours. Voilà.
Je voulais D'accord, vous le ça me dire, fait plaisir, mais en plus, vraiment. ça m'intéresse aussi d'avoir les retours bons et moins bons parce que ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'organiser des groupes avec des utilisateurs régulièrement. On les implique beaucoup. Ça, c'est un truc aussi, je trouve, important des applications. Par exemple, là, donc on a fait des parcours. Alors au début, on a fait des parcours pas trop médicaux, un parcours zen, un parcours bonheur, méditation, performance. Quand vous commencez le parcours, vous avez une dizaine d'activités. Là, j'ai écrit les parcours dépression, anxiété. Et bien là, on a demandé aux utilisateurs entre le parcours couple, addiction, troubles du sommeil et je ne sais plus quoi, ce qu'ils préféraient. Et selon ce qu'ils préfèrent, et ben, moi, je vais écrire d'abord ce parcours-là avant les autres. Je trouve que ça, c'est aussi très sympa d'impliquer les utilisateurs dans ce qui va, dans ce qui ne va pas, quelle est leur Tout à fait. priorité. Par exemple, là, en urgence, et ben, on avait écrit un parcours confinement, gestion du confinement, sur l'anxiété, sur la phobie de contamination, sur les problèmes de sommeil, sur l'isolement, etc., parce que les gens nous l'ont demandé. D'accord. J'ai Thierry qui voudrait parler. Il me demande si c'est possible. Bah ouais, je parle beaucoup. Alors Thierry a le droit Non, de parler, le non, non. pauvre. D'abord, docteur, merci beaucoup. C'était vraiment magnifique votre présentation. Alors, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis personnellement un petit peu fatigué de cette défiance vis-à-vis du numérique, même s'il est évident que je ne veux pas avoir devant moi un robot. On est d'accord, hein? Et devant moi, actuellement, j'ai pas un robot. Et j'ai une femme qui a un chien, qui a une maison, qui existe. Alors, je ne parle pas de l'appli, bien sûr, c'est un peu plus automatique, hein. Donc, et je pense que nous, Argos 2001, il faut qu'on soit intelligemment, qu'on comprenne ce mouvement numérique, qu'on le comprenne, qu'on l'analyse. Il ne s'agit pas d'aller de se jeter béatement dessus et de collaborer avec des gens comme vous qui l'ont compris. Je veux dire, pour moi, vous êtes quelqu'un, et vos collègues bien sûr, qui vous cautionnez ça parce que vous êtes des médecins. Vous n'êtes pas des vendeurs de bonne aventure, vous n'êtes pas des fonds de placement, vous êtes des médecins psychiatres, vous savez exactement ce que c'est la psychiatrie. Donc, on ne peut que cautionner. Par contre, ne suivons pas peut-être d'autres personnes, hein, qui sont plus mercantiles et voilà, avec des objectifs. Voilà. Donc, je crois qu'il faut arrêter cette défiance du numérique. Et je ne veux pas revenir sur le Covid-19, mais je pense que si on n'avait pas été ultra numérisé, on aurait certainement eu peut-être plus que 28 000 et quelques victimes. Oui, Hein, certainement. mais Certainement. oui, moi je suis d'accord avec vous. Encore une fois, voilà, je pense que il faut privilégier la qualité à la quantité, faire bien attention à ce qu'on fait, à comment on le fait. Mais comme je vous le disais, de toute façon, ça va se faire avec ou sans nous. Parce que, comme vous dites, des projets plus mercantiles ou business, il y en aura. Et donc, il vaut peut-être mieux essayer de le faire ensemble, en bonne intelligence, les patients, les médecins, même voilà, des cliniques, des hôpitaux. Même nous, on travaille en partenariat avec des laboratoires pour suivre, par exemple, des patients sous Abilify, voir si mon Sherpa, ça peut les aider dans leur observance thérapeutique, si ça peut détecter des signes avant-coureurs, des choses comme ça. Et ben moi, je trouve que ça, c'est une bonne façon de travailler. Et de toute façon, ils le feront sans nous. Exactement. Les labos ou autres, ils vont le faire. Bah, aujourd'hui, En nous incluant. on voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, de toute façon, si, ce qu'on ne souhaite pas, hein, mais si ça devait recommencer, de toute façon, on a besoin en fait, d'avoir ce lien aussi de visio. On ne peut pas Ah oui, laisser. la téléconsultation, clairement, depuis le Covid, on a vu vraiment beaucoup de demandes. Je vous parlais tout à l'heure des médecins. Mais on a eu évidemment énormément de demandes de patients, hein, soit parce qu'ils ne pouvaient plus consulter leur médecin, et aussi parce qu'il y a eu quand même l'éclosion de nouvelles pathologies, Bien sûr. où il y a eu des rechutes, où je vous dis, ouais, des nouvelles pathologies, des gens qui étaient déjà pas très bien et qui vraiment, ont chuté avec ces 2-3 mois. Donc, il y a eu un vrai besoin de téléconsultation. Ça a beaucoup augmenté. Là ça va mieux. Même là, il y en a moins que d'habitude parce que je pense que les gens sont contents de retourner voir leur psychiatre en vrai. Une question de Sylvie qui demande: que pensez-vous de BePolife? L'application? Oui. Alors, j'en connais énormément. Donc, celle avec le journal de l'humeur là, pour la bipolarité, entre autres, hein, c'est ça qui a été faite par Fondamental ou pas? Il faut que tu ouvres ta… Attends. Je n'entends pas, Sylvie. Sylvie, on ne t'entend pas, ouais. Il me semble que c'est Fondamental qui est à l'origine de ça, effectivement. Ouais, c'est ça, hein, il me semble aussi. Donc, je vois ce que c'est. C'est une bonne appli. J'ai travaillé un peu avec Marion Leboyer sur le projet. Moi, je la trouve… j'ai rien à en dire. C'est bien.
Après, est-ce qu'elle est grand public ou tout le monde peut la voir ou c'est que un peu recherche et développement et pour l'instant, elle n'est pas accessible à tout le monde? C'est ça que je ne sais pas. Non, justement, les derniers, parce que moi, j'essaie de voir un peu tous les outils. Hein, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, non pas pour que les uns tapent sur les autres. Hein, c'est pas du tout l'état d'esprit. C'est simplement que nous, j'ai bossé avec Marion Le Boyer sur le projet. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, effectivement, elle est grand public. Oui. Donc je voulais, puisqu'elle est faite aussi par des psychiatres, mais elle est beaucoup moins avancée que la vôtre sur le côté TTC en fait. Hein. Elle est beaucoup plus sur le diagnostic, sur le suivi médicamenteux, sur le journal de l'humeur aussi, mais elle n'a pas effectivement ce côté thérapie cognitivo-comportementale réellement. Comme son nom l'indique, et c'est aussi d'ailleurs très bien, elle est focus plutôt bipolarité. Ce que voilà, c'est ça. N'est pas, voilà, mon Sherpa, on a essayé aussi de mettre les troubles anxieux, les phobies, les dépressions, etc. etc. Mais sinon, en revanche, elle est très bien, elle est bien construite. Je pense que les deux, par exemple, elles sont bien complémentaires parce que BipoLife, comme vous le disiez, voilà, va pas proposer d'exercice d'accompagnement au quotidien. Et c'est pas parce qu'on souffre d'un trouble bipolaire qu'on peut pas avoir des questions sur ses valeurs ou une problématique de confiance en soi. Bon, ça, on ne le retrouvera pas comme exercice dans BipoLife, alors que dans Mon Sherpa, on pourra compléter en faisant ce type de parcours. D'accord. Très bien, merci. Merci. On commence à arriver vers la fin, mais j'ai juste deux questions en fait qui sont là. Il y a Annette qui dit certains exercices en crise sont déconseillés sans psychologue. A-t-elle évincé ce genre d'exercice en fait sûrement dans votre application? C'est ce que Annette. Alors, je ne sais pas si je les ai évincés, j'ai du mal à… Je ne sais pas si vous avez un exemple concret d'exercice auquel vous pensez, peut-être des choses genre l'hypnose ou des choses comme ça? Annette, je vais attendre qu'elle me redise, on va attendre qu'elle réponde. Et j'ai une autre question qui est demandée par Mohamed. Est-ce que la musique et le sport peuvent être un soutien moral en tant que bipole si on le courage, bien sûr. Si on a le courage, bien sûr. Si on a le courage, d'accord. Donc ça, c'est une question, on dérive un peu. Mais évidemment, je vais vous répondre plutôt oui. Tout dépend quand même de la musique qu'on utilise et qu'on écoute. Pas trop excitant, si c'est pour écouter de la musique d'enterrement toute la journée, je ne suis pas sûre que… Si on n'est pas très en forme, ça nous aide. Mais en tout cas, la musicothérapie, c'est connu. Se faire une chouette playlist à utiliser, quand on est en forme, se faire une bonne playlist qu'on saura qu'on pourra l'utiliser quand on est un peu moins en forme. Moi, je trouve que c'est une super idée. Le sport, pareil. Faire attention quand même au sport, à ne pas se fixer des objectifs complètement délirants qu'on ne va pas atteindre et puis du coup on va être déçu et du coup ça va s'auto-alimenter et on va être encore moins bien qu'avant parce qu'on n'aura pas couru notre 20 km en 1 heure comme on aurait voulu. Super. Et Annette, en fait, elle me disait oui pour la méditation. Hypnose, etc. Alors oui, on a essayé de faire attention. De toute façon, tous les exercices qu'on propose, ils sont par essence à pratiquer seul. Et donc, on a évidemment fait gaffe à ne pas avoir d'exercices qui peuvent nous amener trop en profondeur, comme l'auto-hypnose, de la méditation profonde, où finalement, on se retrouve encore plus mal que ce qu'on était avant. Pour répondre à la question, tout à fait, on a fait attention. Eh ben, je crois qu'on a fait vraiment le tour de toutes les questions et je vous remercie parce que c'était quand même, pour moi, c'était intense. Il y avait pas mal de questions, il y avait beaucoup d'échanges. J'espère que vous avez pu vous faire le tour en fait de parler de tout ce que vous vouliez nous parler. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, donc je n'ai pas du tout fait le tour, mais vous me réinviterez. Mais avec plaisir, vraiment sans problème. Je vous montrerai mon chien comme il a grandi. Ah, j'ai une rose de Trémy. Merci pour la rose virtuelle. C'était vraiment vraiment très intéressant. Dominique, c'est un plaisir de vous avoir tous avec moi ce soir. Dominique Oui, tout à fait. Écoutez, un grand merci, Fanny. Et de toute façon, on compte bien rester en contact avec vous. Ouais.
Et je pense que même on va revenir vers vous. Et en contact pas que numérique, hein. Non, non, mais pas que numérique, ouais, tout Non, à fait. Ouais. justement. Ouais. Merci de m'avoir convié, vraiment merci Ouais. beaucoup. Et puis merci de m'avoir écouté parler parce que je sais que je parle beaucoup, hein. Ah ouais, nous, ça a été très très bien, ça a été Ouais. super. C'était C'est très, très efficace, vraiment. Ouais. Bonne Merci soirée à beaucoup. vous tous, à bientôt. très Au vivant, revoir, très merci. interactif. Ouais. Merci Au beaucoup, revoir. Fanny. Au revoir. Au revoir. Je vous- Au revoir, Merci. merci. Au revoir, merci.